toute cette pression que j'ai emmagasinée, que j'arrivais pas à ressortir moi-même de mon côté, en fait, a fait que j'ai commencé à mal me sentir physiquement et même psychologiquement. J'avais mal au ventre, les veilles de reprise de semaine, je me sentais vraiment pas bien. Je commençais à pleurer pour un oui, pour un non, à être très négative en fait avec mon entourage. Voilà, tout un tas de signaux qui m'ont alertée et où je me suis dit que là j'étais en train de prendre une pente qui me plaisait pas du tout. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Après avoir eu le CAPA, donc une fois ce CAPA en poche, et après m'être rendu compte que effectivement je me sentais vraiment bien sur des planches de théâtre et de manière générale dans l'organisation d'une pièce, je me suis dit bon là t'as suffisamment de signes qui te montrent quand même que peut-être que tu peux tenter l'aventure théâtrale à plein temps et du coup en passant par un nouveau parcours d'études mais dans le théâtre cette fois, et donc du coup j'ai décidé de tenter ma chance en passant des auditions d'entrée à des écoles de théâtre, et donc après avoir appris mon petit texte comme demandé pour les auditions, je me présente devant les portes des écoles, et en fait là je me trouve incapable de les franchir en fait. Sachant que ce projet de me présenter en fait aux auditions d'entrée des écoles de théâtre, j'en avais parlé à quasiment personne à ce moment-là. Et donc voilà, j'y suis allée vraiment sans le dire à personne. Mais à ce moment-là, j'ai eu le sentiment que toutes les phrases que j'avais pu entendre au gré de mon enfance et jusqu'au jour où je me suis présentée, en fait, j'ai eu le sentiment qu'elles revenaient à ce moment-là dans ma tête. Et j'ai pas pu y aller, j'ai pas pu rentrer. Et je n'y vais jamais, et je fais volte-face et je retourne à mes offres de job de juriste et d'avocat. Donc t'as dit après t'es retournée à tes jobs d'avocate. Ouais. T'as eu un premier job, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça t'est venu et comment ça s'est passé? Lors de mes premières recherches, j'hésitais vraiment encore à passer le cap parce que je m'étais tellement conditionnée en me disant je ne serai jamais avocat, je ne serai jamais avocat, je ne serai jamais avocat, que du coup je me disais sinon je vais devenir juriste. Puis après je me suis rendu compte que finalement ça me tentait pas plus que ça, et donc j'ai accepté finalement une première collaboration avec une avocate qui exerçait seule à mon compte comme je fais aujourd'hui. Pour le coup, là, j'ai plus écouté mon feeling parce que j'ai vraiment fait primer le feeling que j'avais eu avec elle lors de mes échanges avec elle, et je m'étais sentie bien avec elle, et donc je me suis dit au moins il y a une sorte de relation qui peut se créer, qui peut être intéressante. J'étais certaine à l'époque qu'elle allait pouvoir bien me former, et donc du coup je l'ai rejoint. Et surtout j'avais l'envie d'une toute petite structure pour éviter toutes les pressions, les systèmes hiérarchiques que j'avais pu rencontrer dans des plus gros cabinets lors de mes stages précédents. Donc là pour le coup j'ai quand même écouté mes envies dans la mesure du possible, et donc je l'ai suivie, mais au bout de 2 mois elle m'a annoncé qu'elle s'associait pour créer un autre cabinet un peu plus large. Et donc là, je me suis reposé la question de la suivre parce que je me suis dit que ça correspondait pas forcément à mon projet initial, mais en même temps, jusqu'à maintenant, ça fonctionnait assez bien avec elle, donc finalement, je l'ai suivie. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le premier gros cabinet de mon parcours professionnel d'avocat. Et comment ça s'est passé? Cette première expérience, elle s'est pas trop mal passée, dans le sens où j'ai pu éviter tous les travers que j'avais pu rencontrer dans les autres cabinets d'avocats, plus américain, plus à l'anglo-saxonne, avec des gros horaires, un peu un contrat tacite comme quoi on est corvéable, enfin pas à merci, mais en tout cas qu'on peut être joignable soirée, nuit, week-end. Moi j'étais passée par des structures comme ça, et là du coup j'avais pu échapper à ça. L'ambiance était bonne parce qu'assez jeune, on était assez libre dans notre manière de travailler, même très libre.
Donc elle n'a pas été si mauvaise que ça. Après, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir atteint vite un plafond de verre en termes de formation parce que c'est un cabinet qui a grossi d'un coup et donc j'étais plus trop chapeautée par ma boss initiale. Et donc du coup, je m'y retrouvais plus. Et puis après, pour tout un tas d'autres raisons, d'éléments un peu plus négatifs dans le cabinet, j'ai voulu en partir. Mais finalement, je pense que j'ai été assez surprise à ce moment-là. Dans le bon sens, grâce à cette première expérience. Donc raconte-moi brièvement en quelques mots comment t'es passée de ce premier job jusqu'au cabinet américain. Tu nous avais dit que t'étais passée par plusieurs cabinets. Ouais, du coup au moment où je suis partie de ce premier cabinet, j'ai tenté un autre cabinet à peu près d'une taille similaire et c'est à ce moment-là que j'ai été rappelée par un ancien maître de stage d'un cabinet américain, du coup pour le coup, qui souhaitait remonter une équipe après un départ d'un autre associé, donc il avait besoin de remonter une équipe. Et il m'a sollicité, il m'a dit j'aimerais que tu fasses partie de l'équipe. Et c'est là que j'ai retrouvé un peu mes vieux travers quand j'ai dû faire ce choix, parce que je pense que j'ai été à la fois très flattée qu'il me rappelle et qu'il me fasse confiance pour remonter cette équipe, et je savais que ça allait être quelqu'un qui allait bien me former, continuer à me former, puisque c'est quelqu'un qui est très technique, qui est très reconnu dans sa matière. Et en même temps, je savais que le type de structure allait pas du tout me convenir. Et je le savais vraiment tout au fond de moi. Et en fait, au moment où j'ai dit oui, je me suis dit, t'es en train de dire oui, mais en fait, tu sais très bien que tu devrais dire non. Mais j'ai dit oui quand même. Et du coup, s'en est suivi 1 an et demi de collaboration dans ce cabinet-là, et ça a coïncidé avec le début de la crise Covid. Donc j'ai tout fait en télétravail là-bas. Pendant cette collaboration, je me suis rendu compte que les dossiers qu'on me confiait et la nature du travail que j'exerçais en fait m'intéressaient pas. J'avais pas du tout d'élan, je trouvais pas ça trépidant du tout, et oui, il y avait même des jours où je m'ennuyais, non pas par manque de travail, mais juste par manque d'intérêt en fait pour les dossiers qu'on me confiait. Et là-bas, explique-moi, hormis le Covid, qu'est-ce qui a été très dur et qui a fait que tu as vraiment commencé à ressentir un mal-être? Ce qui a été dur dans cette expérience, c'est le fait d'être seule dans l'équipe, parce que du coup, à la base, lorsque cet ancien maître de stage m'a contacté, il m'a dit qu'il allait remonter une équipe. Et en fait, pendant 7 années et demie, j'étais seule avec lui. Donc le seul réceptacle aussi de toute la pression qu'il pouvait y avoir à travers les dossiers. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à supporter ce genre de pression. J'ai du mal à gérer ce genre de pression hiérarchique, surtout quand moi, j'arrive pas à comprendre l'origine de la pression et même la légitimité de cette pression-là. Et du coup, je pense que j'étais un peu une éponge. Et au bout d'un moment, en fait, toute cette pression que j'ai emmagasinée, que j'arrivais pas à ressortir moi-même de mon côté, en fait, a fait que j'ai commencé à mal me sentir physiquement et même psychologiquement. J'avais mal au ventre, les veilles de reprise de semaine, je me sentais vraiment pas bien. Je commençais à pleurer pour un oui, pour un non, à être très négative en fait avec mon entourage. Voilà, tout un tas de signaux qui m'ont alertée et où je me suis dit que là j'étais en train de prendre une pente qui me plaisait pas du tout. Donc le déclic, ça a été que tu as commencé à prendre conscience de ces signaux. C'est ça qui t'a fait avoir envie d'avancer et de changer? Oui, au moment où je me suis rendu compte de tous ces signaux et que je les ai intellectualisés aussi grâce à mes proches qui m'ont fait la remarque, m'ont dit on te reconnaît pas trop, où en fait je constatais que vraiment j'avais la vraie boule au ventre avant de reprendre, et effectivement je me rendais compte moi-même que dans mes rapports aux autres j'étais beaucoup moins spontanée, beaucoup moins positive, beaucoup moins dans l'entrain. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je reprenne les rênes en fait de mon parcours, et c'est là que je me suis dit qu'en fait ça coïncidait vraiment pas avec ma personnalité naturelle, et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que enfin je réfléchisse à faire peut-être quelque chose qui me correspondait davantage. Donc tu as commencé à avoir un déclic et à prendre conscience que ça allait pas chez toi. Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour t'en sortir? Au moment où j'ai constaté que je commençais un petit peu à décliner, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse en fait que je me pose et que j'essaye moi d'identifier vraiment ce que je voulais faire, parce que en fait, la conscience du fait que le droit n'était pas fait pour moi, ça je l'avais.
mais je ne savais pas quoi faire en fait de tout ce parcours. Je me disais effectivement c'est des études longues, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux faire de ce bagage ou pas d'ailleurs. On m'a toujours dit que le droit menait à tout, ou que le droit pouvait servir à tout, mais qu'est-ce que je peux faire en fait de mes acquis? Et donc du coup j'avais vraiment envie de réfléchir de manière très pragmatique à comment mettre à profit mon parcours, mes envies, mes compétences, mais pour autre chose en fait. Donc c'est là en fait que je me suis dit peut-être qu'un bilan de compétences, j'en avais entendu parler un petit peu autour de moi, je me disais peut-être qu'un bilan de compétences peut être une solution en fait à ce que je suis en train de rencontrer. C'est à ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser à Chance. Explique-moi comment tu les as connus et pourquoi tu les as choisis eux. Quand j'ai cherché un organisme qui pouvait m'aider dans un bilan de compétences, je suis rapidement tombée sur Chance, je crois à travers mon réseau LinkedIn. Je crois que, alors je connais Philippine qui travaille là-bas et je pense que j'avais une ou deux connexions qui avaient dû partager en fait des contenus de Chance ou je sais plus trop comment ça s'est fait, mais je sais que ça s'est fait via les réseaux. Enfin en tout cas que j'ai pris connaissance de Chance via les réseaux et assez rapidement histoire de pas me laisser le temps de changer d'avis, je les ai contactés et j'ai eu un premier contact avec eux et très rapidement en fait je me suis dit bah banco allons-y, je pense que c'est une bonne idée et je me suis pour le coup pas laissé le choix de changer d'avis, je pense que je me suis décidée en une semaine ou 10 jours max. Et qu'est-ce qui t'a plu dans leur manière de fonctionner? Tu m'avais dit que par exemple tu remarquais que c'était totalement digitalisé et donc ça pouvait correspondre un peu à tes activités. Effectivement, ce qui m'a attirée dans le parcours Chance, c'est l'aspect 100% digital. Le fait que, du coup, ce qui pour moi impliquait je trouve une grosse flexibilité dans le suivi du parcours. J'avais pas la possibilité à l'époque de dégager du temps ou des disponibilités pour aller à des rendez-vous en présentiel et j'avais quand même envie de faire ce parcours en parallèle de mon job de l'époque puisque en fait je ne pouvais pas me permettre de perdre des revenus n'ayant pas le chômage en tant que profession libérale. Donc j'avais envie en fait de pouvoir suivre ce parcours et d'avoir cette réflexion en parallèle de mon dernier job et le fait que ce soit digitalisé à 100%, ça m'a séduite. Et puis après, les contacts que j'avais eus avec eux lors de mes premiers échanges étaient hyper fluides. Et donc je me suis dit, en fait, c'est ce que je recherche, ça correspond à ce que je cherche. Lorsque j'ai commencé cette réflexion et le parcours, je pense qu'il y avait 2-3 personnes maximum autour de moi qui étaient au courant. Et c'était des amis. Et ma sœur, je crois. Et mon conjoint, enfin mon copain. Pas mes parents. Donc tu commences ton parcours avec Chance. Tu rencontres ta coach, déjà comment ça se passe et toi tu lui dis que tu veux un changement de vie à 180 degrés. Qu'est-ce qu'elle te conseille? Effectivement, donc dès le début du parcours Chance, il y a moi ça m'avait marqué le petit questionnaire en quelques étapes. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais il y avait peut-être quelques questions seulement pour aider Chance à identifier le coach ou la coach idéale pour celui qui suit le parcours. Et du coup, très rapidement, on m'attribue une coach. Le feeling passe tout de suite hyper bien. J'ai un très très bon contact avec elle. Son propre parcours m'inspire beaucoup. Parce que je crois qu'elle a été un moment dans la production ou la réalisation de documentaires. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et j'ai tout de suite accroché. Et avec elle, je me suis sentie rapidement de lui dire, voilà, moi je viens après des années à ne pas avoir su dire non, là je viens et je avec une envie de changer tout à 180 degrés, je veux plus entendre parler du droit. Et voilà. Et en fait, au gré des activités et des parcours de réflexion proposés sur la plateforme de Chance, j'ai eu de nombreuses occasions pour exprimer ma passion pour le théâtre, mais je le mettais toujours en mode loisir, en mode pas du tout une option professionnelle. Mais voilà, je pense que ça revenait beaucoup et je pense que je me rendais même pas compte. Et donc c'est elle qui m'a dit au bout d'un moment, je comprends votre envie de changement à 180 degrés, mais je pense que il y a une envie artistique, en tout cas une envie de mettre de l'artistique dans votre vie qui est hyper présente et qui crève les yeux. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi vouloir l'enfouir et pourquoi vouloir le garder juste à titre de loisir, alors que peut-être que ça pourrait avoir une plus grosse place dans votre vie. Et donc peut-être qu'un changement à 180 degrés... oui, non, parce qu'il y avait aussi un autre impératif. En fait,
je lui ai fait état de ce que j'aimais pas dans mon métier, donc à savoir la pression, très souvent que je ne comprenais pas de la part de mes supérieurs, le manque de liberté, parce qu'en fait, dans les cabinets d'avocats, on a très peu de liberté, on a très peu de choix sur nos horaires, etc. Et donc j'ai fait état de ça, mais j'ai aussi fait état de mon incapacité à envisager une reconversion via des études qui ne me permettraient pas d'avoir des revenus. Parce que étant du coup profession libérale, j'avais pas de chômage et donc j'avais un impératif lié à mes revenus, en tout cas à avoir des revenus. Et donc du coup, faisant état de ça, du fait que ce qui me plaisait pas dans le métier d'avocat, c'était la manière dont je l'exerçais, plus mon impératif d'avoir des revenus, plus mon envie de mettre un peu plus d'artistique dans ma vie. On a fait une sorte de mélange toutes les deux, mais c'est quand même elle qui l'a initié. Et elle m'a dit, peut-être qu'en fait, tu peux conserver ta profession, mais tu peux l'exercer autrement, et tu peux peut-être t'installer, et donc être ton propre patron, et donc éviter cette pression malsaine que tu as ressentie. Pour en fait garder toute la flexibilité et avoir plus de liberté pour mettre un peu plus d'artistique dans ta vie. Et quand elle t'a dit ça, t'as dit banco tout de suite ou t'as eu quand même un peu de crainte? Non, au départ, j'étais pas du tout convaincue par la formule parce que j'étais vraiment venue avec cette idée de je veux un changement radical, je veux un changement de milieu, je veux un changement de profession, je veux un changement d'univers. J'étais venue avec cette envie-là, donc au départ, j'étais pas du tout convaincue, j'étais presque déçue. Et puis finalement, ça a fait son chemin et je me suis rendu compte j'ai réalisé les raisons pour lesquelles elle me proposait ce montage, ce système. Et effectivement, après, en y réfléchissant, en me posant, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être la solution la plus optimale par rapport à tous mes impératifs, en fait. Avant de passer sur ta vie d'après, c'est qu'une des choses que ta coach avait relevées, que tu m'avais dit, c'était qu'elle avait remarqué que tu avais du mal à livrer tes envies et à les affirmer, qu'elle avait mis le doigt un peu sur le fait que tu étais toujours dans ce modèle-là. Quand elle t'a dit ça, comment t'as réagi? Est-ce que t'as pris conscience de certaines choses? Très clairement, un jour, lors d'un rendez-vous avec ma coach, elle m'a un peu poussée à admettre que j'avais du mal d'une part, à affirmer mes envies les plus profondes et mes passions les plus profondes, et à les assumer et à les trouver légitimes. Et d'autre part, effectivement à dire non à ce schéma qu'on m'avait toujours un peu inculqué de recherche de sérieux, recherche de débouchés, recherche de travail très très sérieux, parce que effectivement les alternatives que j'avais moi proposées à ma coach, c'était en tout cas parmi les alternatives que j'avais proposées à ma coach, il y avait des jobs comme kiné, comme ostéopathe. Donc elle me disait tout le temps l'idée de la plaque apposée dans la rue, à l'extérieur, quelque chose de très sérieux, d'affirmer. Et c'est vrai que en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore ancrée dans des vieux schémas qui m'avaient été inculqués. Et en fait, elle m'a fait me rendre compte effectivement que j'avais du mal en fait à tourner le dos à ces idées de job. Et elle m'a dit, pourtant, ce que vous aimez, c'est clair, c'est clair comme de l'eau de roche. Quand on lit vos réponses sur la plateforme, c'est hyper clair, en fait. C'est l'artistique, donc le théâtre, mais aussi les beaux-arts. Et donc, elle m'a dit, en fait, elle m'a aidé à me rendre compte, effectivement, de ces deux points-là. Quand tu as mis en place un petit peu ce projet avec ta coach, est-ce que tu en as parlé à tes parents? Et si oui, comment est-ce qu'ils ont réagi? Oui, une fois que j'ai identifié cette option de m'installer dans l'optique d'être plus libre et de pouvoir organiser mes journées et mon temps, et donc de laisser plus de place aux activités artistiques qui m'intéressaient, une fois que j'en ai parlé à mes parents, j'ai senti que c'était pas un projet dans lequel ils avaient beaucoup de confiance. Enfin, en tout cas, ça leur plaisait pas vraiment, cette idée. Mais bon, pour autant, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de tenter, donc allons-y. Et je crois qu'encore aujourd'hui, ils sont toujours pas très séduits par la démarche. Mon père continue à me proposer de devenir juriste dans sa banque. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai eu raison de faire le switch, mais dès le début, effectivement, j'ai senti que ça leur plaisait pas vraiment.
l'option. Donc au final, comme tu l'as dit, t'as pas forcément écouté tes parents et tu t'es lancée. Donc explique-moi, quand tu te lances à ton compte, comment tu t'organises, mais en termes de rythme, déjà pour jongler entre les deux, et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Lorsque je me suis lancée, j'avais eu la chance d'avoir déjà pu développer une clientèle personnelle au gré de mes expériences précédentes, parce que l'aspect libéral de la profession a ça de positif que on a complètement le droit en fait de développer notre clientèle en parallèle de celle du cabinet d'avocats pour lequel on travaille. Donc du coup, moi j'avais dès le début essayé de jouer le jeu et donc j'avais dès le début essayé de développer ma clientèle. Bon, j'avais pas de quoi me nourrir à 100% quand je me suis lancée, mais en tout cas j'avais cette petite base-là sur laquelle je me suis appuyée. Après, grâce à l'aide de confrères aussi qui font pas du tout les mêmes matières que moi, en fait on a pu se compléter dans le cadre de dossiers, donc ça a pu m'apporter des dossiers parce que eux ils intervenaient dans une matière et moi j'intervenais dans une autre. Donc pour le coup ça c'est assez bien, ça a bien marché au départ. Mais oui, après j'ai rencontré des difficultés que tous les entrepreneurs finalement pourraient rencontrer, à savoir trouver des clients, se faire connaître, tout gérer quand on est seul, tout gérer de A à Z, donc la comptabilité, l'administratif, trouver des locaux, communiquer, tout ça, ça a été d'un coup des choses qui n'étaient pas forcément très naturelles pour moi non plus. En plus, notamment parce que c'est pas non plus un métier passion, donc voilà, il a fallu que j'arrive à communiquer un petit peu et à me vendre, et c'est encore une lacune aujourd'hui que j'ai. Mais donc du coup, oui, c'était pas forcément évident dès le début, mais je suis pas partie sans rien et j'avais quand même heureusement commencé à développer cette base client. Et côté théâtre, tu m'avais parlé notamment du manque de légitimité que tu avais au départ. Oui, alors l'aspect théâtre, effectivement, dès le début, je me suis dit qu'il fallait pas que je me noie dans un rythme à 100% dans le cabinet, parce que effectivement, quand on se lance, on peut être tenté de se mettre à 1000% sur ce projet-là. Et je gardais en tête effectivement la sorte de pari et le combo qu'on avait dessiné avec ma coach. Et donc du coup, je me suis rendu compte assez rapidement que je me sentais pas légitime en fait à me lancer dans une dimension professionnelle dans le théâtre dès le début, sans avoir de formation. Parce que en fait, même si je savais que l'envie était là, que je me sentais très bien une fois lancée dans un parcours de théâtre, je me suis quand même rendu compte que j'avais besoin d'une légitimité pour l'envisager d'un point de vue professionnel. Et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je prenne des cours. Et donc en discutant avec des amis acteurs professionnels, j'ai identifié en fait une formation que je pouvais faire, et donc je l'ai commencé l'année dernière. Et j'ai commencé du coup des cours, et là je me suis sentie déjà un petit peu plus légitime dans ma démarche de professionnalisation du théâtre. Et en parallèle de ça, j'ai aussi pris des cours de beaux-arts peinture, parce que c'est quelque chose que j'avais aussi envie d'explorer. Et donc pareil, je suis passée par la case cours et je continue encore aujourd'hui pour avoir cette légitimité, parce que je me rends compte que j'ai ces vieux travers de il faut que je fasse des cours, il faut que je sois très sérieuse en fait dans l'apprentissage de la discipline pour me sentir légitime à l'exercer. Et concrètement, est-ce que tu peux me dire en une phrase combien de temps tu passes à ton cabinet et combien de temps tu passes à expérimenter l'artistique? Je dirais qu'aujourd'hui, je passe 3 jours sur 5 sur mon cabinet, sur mes dossiers et sur le développement de mon cabinet, et 2 jours à partager entre théâtre et beaux-arts, en gros. Et jongler entre les deux, t'arrives à le faire facilement? T'arrives à bien séparer ton esprit? J'arrive à bien séparer mon esprit parce que c'est assez balisé dans mon emploi du temps pour l'instant, et parce que je suis assez convaincue que l'un nourrit l'autre, et que en fait mes pratiques artistiques viennent nourrir ma manière de voir les dossiers. Et en plus, vu les matières que j'exerce en droit, c'est pas complètement décorrélé. Je fais de la propriété intellectuelle, littéraire, artistique. C'est pas complètement séparé en fait de l'artistique. Donc en fait, j'ai aucun souci à déconnecter pour le coup, et que à me mettre à fond sur l'un et sur l'autre. Et j'ai aucun souci à le faire. Et maintenant que tu as mis en place ce nouveau mode professionnel, est-ce que tu te sens épanouie? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui te correspond? Aujourd'hui, ce mode de fonctionnement me convient complètement, dans la mesure où j'ai un équilibre entre les deux en termes de temps et en termes d'investissement d'énergie et je sais pas comment dire, psychique.
Et il me convient aussi parce qu'il répond à tous les impératifs que j'avais listés à ma coach, à savoir la nécessité d'obtenir des revenus malgré tout et d'être indépendante financièrement, et en même temps dans la liberté complète que j'ai d'organiser mon temps entre les deux. Là, j'ai dit, 3 jours cabinet, 3 jours sur 5 cabinet, 2 jours sur 5 artistique. Et en réalité, c'est beaucoup plus mouvant que ça au gré des semaines. Et s'il y a des semaines lors desquelles j'ai envie de faire une pause sur mes dossiers de cabinet, je peux complètement le faire. Et donc cette liberté, elle est hyper importante pour moi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ce modèle-là, il me convient complètement. En tout cas, il me convient complètement au vu de mes impératifs et de mes envies. Et une question sur quelque chose qui te suit du coup depuis que t'es petite, à savoir les difficultés que t'avais à dire non. Aujourd'hui, où est-ce que t'en es ? Est-ce que tu sens du progrès ? Est-ce que tu travailles encore dessus ? Ma relation avec le non, oui, elle a évolué, notamment beaucoup ces dernières années. Mais aujourd'hui, oui, je sens que j'arrive beaucoup plus à affirmer mes envies, mes idées, et à dire non, du coup, quand c'est pas en accord avec mes envies et mes idées. Je pense que j'ai encore un peu de travail à faire vis-à-vis de ça, mais en tout cas ça va beaucoup mieux et ça m'a donné envie de continuer à me lancer dans les projets que j'ai envie de mener et à les affirmer. La relation avec mes parents aujourd'hui, elle est moins fluide en ce qui concerne mon parcours professionnel, parce que je pense qu'ils comprennent pas forcément mon choix d'installation. Je pense que c'est pas forcément le format sous lequel ils m'imaginaient le mieux. On est moins dans la compréhension de l'autre, mais maintenant j'arrive complètement plus à m'émanciper par rapport à leurs idées et à affirmer beaucoup plus mes envies en ce qui concerne mon parcours professionnel. Et peut-être dernière question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans et est-ce qu'un jour tu penses complètement te dédier à l'artistique ? Dans 5 ans, idéalement, je ne fais plus ou quasiment plus de droit. Je sais pas, je dis quasiment plus parce que peut-être qu'il y a un aspect intellectuel qui finalement me plaît. Mais en tout cas, dans un monde idéal, dans 5 ans, je ne ferai que des beaux-arts et du théâtre parce que j'aime bien les deux et que j'arriverai pas à choisir entre les deux, je pense. Mais ouais, idéalement, je ferai 95-99% d'artistique et peut-être un tout petit peu de droit. Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.